Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui est une nouvelle interview avec une femme extrêmement inspirante qui a une énergie de fou, qui est rayonnante. Je sais que vous allez kiffer cet épisode autant que moi j'ai kiffé avoir cette conversation avec mon invitée d'aujourd'hui qui n'est autre que Karine Ruel que j'ai interviewée. Si jamais vous connaissez pas Karine, elle est mentor pour les leaders du mieux-être et elle a pour mission d'aider les coachs à maximiser leur impact et leur liberté. Donc dans cet épisode de podcast avec Karine, on a parlé d'oser arrêter de jouer petit, d'oser aller à la poursuite de ses ambitions, d'oser élever ses standards sans se cramer, sans se disperser, en étant productive, bien organisée, pardon. C'est un épisode juste extraordinaire qui, je sais, va vous donner énormément de clés. Donc, si jamais l'épisode vous plaît, pensez à le partager sur les réseaux sociaux, à nous identifiant à Karine et à moi. Vous allez retrouver nos informations pour nous retrouver sur Instagram, notamment dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à nous faire un retour, à nous poser des questions, si jamais vous en avez. Et puis surtout, à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est la seule manière de soutenir le podcast Pouvoir Caché et tout le travail que je fais pour vous partager ces épisodes une semaine sur 2. Sur ce, je vous propose de vous installer confortablement, de prendre un petit carnet de notes et un stylo pour prendre plein de notes parce que tout ce qu'a dit Karine, je pense que vous allez avoir envie de le noter précieusement et de l'emporter avec vous pour le mettre en pratique. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Hello Karine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir partager dans le podcast Pouvoir Caché. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Hello! Ben merci tellement pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Ça va super bien ce matin. Ça va super bien aussi. J'avais trop hâte de te retrouver, d'être dans ton énergie. Je trouve que tu as une énergie hyper communicatrice, de bonnes vibes. J'avais trop hâte de te rencontrer. Oh ben merci, puis pareillement, fait que je pense que ce podcast ici, ça va être hyper énergétique. Oui. Trop bien. Du coup, pour toutes les personnes qui vont écouter cet épisode de podcast et qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir, est-ce que tu veux bien te présenter, alors déjà pour qu'on comprenne ce que tu fais dans la vie, mais aussi pour qu'on comprenne qui est-ce que toi tu es Karine en tant qu'être humain? Absolument. Ben écoute, je suis une entrepreneure assez riche. Je suis aussi une coach en leadership et branding. Donc, j'aide les femmes à créer des marques tellement alignées qu'elles se disent, Karine, j'en reviens pas que les gens me payent pour faire ça. Et je suis aussi maman de 2 petites filles. Je suis sportive. Je fais plein de choses. Trop bien. Trop bien. Et on va en découvrir encore plus. Englobe tout ce que je fais de façon le plus simple possible. C'est parfait. C'est toujours dur de se présenter, mais tu l'as très bien fait. Oui, je trouve ça extrêmement difficile. On dirait que tu as eu 1000 vies, que tu as fait tout plein de choses. Tu as été psychothérapeute, tu as travaillé dans la mode, tu as ouvert plusieurs entreprises toute seule et avec ton mari. Et quand tu étais encore psy, que tu étais entre guillemets bien rangée dans ta carrière de psychothérapeute, qu'est-ce qui a agi un petit peu comme un déclic pour que tu te dises que tu pouvais plus continuer à jouer petit et que il fallait que tu assumes pleinement tes ambitions? Il s'est passé quoi? Il y a eu un moment vraiment tournant. Il faut comprendre que pendant que je faisais mes études en psychothérapie, mon mari a commencé une entreprise en ligne. Puis à ce moment-là, c'était juste mon amoureux, là. Mais on recule, là, en 2009. Wow. Ça fait quand même comme au tout début de l'ère numérique et tout ça, ben des entreprises en ligne, en tout cas, c'est encore un peu mal compris, surtout dans le milieu francophone. Mais lui, il s'est lancé dans le marché américain. Et là, je le voyais que sa business, ça décollait, qu'il faisait plein de trucs, il voyageait tout le temps. Et là, moi, j'étais en train de faire mes études en psychothérapie. Fait que je me suis dit, je vais continuer jusqu'au bout. Je vais finalement, tu sais, là, j'ai terminé, j'ai ouvert mon bureau. Puis, tu sais, c'est quand même écoulé des années, là. Donc, j'ai eu le temps d'avoir 2 enfants.
Et quand j'ai eu ma deuxième Noélie et que, justement, j'étais dans mon bureau, il y a eu vraiment un moment tournant parce que je pouvais pas voir plus que 4-5 clients par jour. Ça, c'était le maximum si je voulais avoir une vie de famille balancée. Donc, à un moment donné, je suis assise dans mon bureau qui est à l'extérieur de ma maison et ma mère vient me porter mon bébé parce que j'ai recommencé à travailler vraiment très rapidement. J'ai eu une césarienne, puis vraiment pas longtemps après, c'était comme boum, on retourne au travail. Et là, ma mère vient me porter mon bébé entre deux clients et quand je la vois tout emmitouflée, il faisait froid, elle était tout emmitouflée dans son petit costume, puis là, je la prends, puis il y a ce moment vraiment très, je sais pas comment expliquer ça, trouver le bon mot, mais tu sais, quand t'es avec ton enfant puis tu l'allaites, c'est vraiment un moment magique. Puis il y a ce moment-là où je suis comme dans ma responsabilité de maman, puis de tout ce que ça englobe. Puis là, il y a vraiment un déclic qui se fait. Non, mais je peux plus continuer comme ça. Je me sentais prise entre les quatre murs dans mon bureau. Je me sentais prise comme personne, comme maman qui était obligée d'allaiter son enfant entre deux clients, qui pouvait pas être assez présente pour elle. Il y avait ce moment-là. Mais il y avait aussi toute la notion de je me sens prise de pas pouvoir avoir plus d'impact en dehors de ces quatre murs-là. Fait qu'il y a vraiment eu ce coup de foudre-là ce jour-là, puis je me suis dit, OK, ça suffit. Vraiment, je jouais petit parce que j'avais quand même travaillé avec mon mari pour construire la compagnie dont je parlais. C'était une compagnie de fitness. À ce moment-là, on m'appelait The Lean Kitchen Queen. Vous pouvez toujours aller googler ça sur Internet. C'est spécial. J'avais les cheveux rouges. On était dans le fitness. En tout cas, c'est une autre version de moi. Comme tu l'as dit tantôt, j'ai eu plusieurs vies. Souvent, je fais la blague. Je suis comme un chat. J'ai eu comme 7 vies. Mais tu sais, cette business-là, elle roulait vraiment beaucoup. Mais je me cachais derrière Dave dans cette business-là. Je prenais pas ma place du tout. Tu sais, je faisais mon petit rôle, mais pas plus que ça. J'avais pas énormément confiance dans le fait que je pouvais être une businesswoman, si on veut. Fait qu'à monter l'entreprise de psychothérapie toute seule puis à bâtir ma clientèle, ça m'a donné une confiance quand même. Mais cette journée-là, j'ai vraiment réalisé comme, OK, tu joues encore petit. Tu sais que tu peux faire plus. Tu sais tout ce qui est tout possible de faire en ligne. Mais là, t'oses pas. Puis ça a été vraiment le moment comme, OK, just let's go, parce que si on change rien, rien ne change. Exactement. Il se passait quoi dans ta tête pour que, tu sais, pour que tu te dises, en fait, là, j'y vais. T'avais toutes ces peurs et tu devais avoir, tu vois, un narratif interne qui, comme tout le monde, en fait, quand il y a un grand changement qui arrive, il y a d'un côté cette petite voix qui te dit, allez, il faut que t'y ailles parce que là, la situation dans laquelle t'es, elle t'épanouit pas, tu sais que t'as envie de plus, t'as plus d'ambition, etc. Et à la fois, t'as quand même la petite voix de l'autre côté qui te dit, ouais, mais c'est quand même bien confortable, c'est pas non plus horrible comme situation. Comment tu as fait, tu vois, et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de personnes qui bloquent et qui passent pas à l'action et qui restent justement dans cette situation qui leur convient, entre guillemets, parce que c'est confortable, c'est ce qu'ils connaissent, et qui osent pas justement faire ce jump-là qui demande beaucoup de courage finalement. C'est quoi qui, toi, tu vois, t'as dit, ouais, j'ai cette ambition-là, ben j'y vais malgré cette petite voix qui me dit de rester là où je suis. Mais quelle excellente question, parce que, comme tu l'as dit, je n'étais pas malheureuse dans mon travail. C'est un travail extrêmement gratifiant que d'être psychothérapeute puis d'aider des gens à traverser les périodes les plus noires de leur vie. Et j'avais cette culpabilité-là énorme quand j'ai pris la décision de fermer mon bureau, de mettre la clé dans la porte. J'avais une culpabilité énorme, mais je me disais, ces gens-là, ils ont besoin de moi. Puis on le sait, là, je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais partout au Canada, la demande, elle est énorme. Les listes d'attente, elles sont à n'en plus finir. Puis je me disais, moi, je vais aller, puis je vais fermer ça, je vais fermer cette porte-là pour bien des gens. Fait qu'il y avait tellement cette grande culpabilité-là. Mais je me suis pas laissée attaquer par ça. Puis affaiblir, j'ai envie de dire, parce que il y a eu vraiment cette forte connexion-là avec mon enfant, ma fille, puis mon rôle de maman. Moi, ça a été ça, mon déclencheur, vraiment le feu derrière. Oui, je veux aider encore plus de gens. Oui, je veux encore plus d'impact, mais j'ai tellement peur, puis j'ai tellement de culpabilité que le fait que, OK, mais si tu continues comme ça, tu sais que ça changera pas, puis tu verras pas plus tes enfants, puis tu sais, tandis que je peux travailler à la maison. Aujourd'hui, l'exemple parfait, mes enfants ont pas d'école parce qu'il y a une tempête de neige, ben, ils sont juste l'autre bord de la porte, là. Tu sais, s'il y a quelque chose, je suis là, je peux leur faire à dîner, tu sais. Ça a aussi ses challenges et ses défis, mais
100 fois mieux cette vie-là. Cette vie-là, je l'ai choisie. C'est cette vie-là que moi, je voulais. C'est ce que je visualisais quand je me connectais à ma grande vision. C'était une maman présente. Puis c'était pas mal au sommet de mes priorités. Fait que ça a été un énorme déclencheur. Puis je me suis dit, sais-tu quoi, ces personnes-là que je ne peux plus aider en individuel, je vais trouver une façon d'avoir une voix puis d'être quand même là, connectée avec eux. Fait que c'est ce que j'ai fait. La première compagnie que j'ai créée en français, c'était Une vie exceptionnelle. Donc, où je donnais plutôt des conseils, justement, de développement personnel. Donc, c'était très général au début pour aider les gens. Puis, tu sais, beaucoup de mes clients ont continué de me suivre en ligne pour avoir justement des conseils plus généraux comme ça, mais qui faisaient quand même du bien. Puis, tout mon travail avec le journal de vie, ben je continuais mon travail avec ces personnes-là parce que le journal de vie, ça aide énormément les gens qui sont en dépression, qui font de l'anxiété, tu sais, estime de soi, tellement de problématiques. Fait que j'ai pas trouvé que je les ai abandonnés. Pour moi, j'ai juste trouvé une autre façon de les aider. En ayant beaucoup plus d'impact aussi. Et quand tu as fait ce changement-là, j'imagine que tu avais une vision. Comment est-ce que tu as fait pour garder cette vision en tête sans te laisser distraire par les tendances qu'il peut y avoir ou les comparaisons, de te dire « Ah, cette personne fait ça, ça a l'air très chouette. Ben moi, j'ai cette vision, mais ça a l'air très chouette pour cette personne, donc je vais me dévier un peu de ma vision parce que ça a l'air de fonctionner pour cette personne. » Est-ce que déjà, ça t'est peut-être pas du tout arrivé, mais si ça t'est arrivé, comment est-ce que tu as fait pour rester aligné à toi, à ta vision, à toi? Je pense qu'on est tous sensibles à ça, à ce que les autres font et tout ça. Puis c'est souvent ça, la problématique, c'est l'éparpillement. Puis l'éparpillement, si tu veux tuer une business, l'éparpillement, go, vas-y, c'est comme ça que tu vas la tuer en rien de temps. Fait que ça, je le savais, puis j'en étais consciente. Fait que tout de suite, je me suis mis des œillères, je me suis fixé des objectifs. Puis, il y a une méthodologie avec laquelle on travaille, justement, la méthodologie EFIC, qui te garde vraiment focus, tu sais, puis qui permet vraiment de prendre des petites bouchées. Je pense que c'est ça le problème aussi. Je pense que beaucoup de gens essayent de tout faire en même temps, puis ils voient les autres faire, puis ils ont déjà une fondation solide, puis ils ont tout mis en place, puis on essaie de tout faire en même temps, puis là, finalement, on réussit pas, puis on laisse aller. Mais je pense que moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est de vraiment rester focus. OK, c'est comme ma mission. Par quoi est-ce que je peux commencer? Des petits pas au quotidien. Je savais que, tu sais, les grandes choses se font justement en faisant des petits pas, puis pas nécessairement en essayant de courir partout, là. Ouais. J'étais consciente de ça. Ça, c'est trop important. Et tu parlais de la méthode EFIC. Et j'avais trop envie qu'on parle pas forcément de la méthode, mais qu'on parle de toi, ta méthode de productivité. C'est un sujet qui me passionne aussi, qui je trouvais trop important justement quand on est à la tête de son entreprise, d'être organisé, d'être productif sans se cramer. Et je sais que toi, tu as décortiqué le sujet notamment avec ton mari Dave, avec la méthode EFIC, et que tu l'as affiné aussi, toi, par rapport au cycle menstruel. Et c'est un sujet qui me passionne, sur lequel j'échange aussi avec mes clientes, de comment tu t'organises tout en respectant les fluctuations de ton cycle menstruel pour pouvoir t'organiser et être productive de manière beaucoup plus alignée. Et vu que je suis trop curieuse, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que toi, justement, tu fais pour t'organiser, être plus productive tout en respectant ton énergie féminine et en décuplant ton impact, en fait? Mais absolument, mais avec grand plaisir, parce que c'est un sujet tellement important. Puis, tu sais, au début, là, je l'appliquais pas. Justement, ça a été un déclic aussi, tu sais, quand je voyais Dave qui était capable d'accomplir 3 fois ce que je pouvais accomplir parce que moi, j'étais tellement distraite puis j'essayais de tout faire. Là, ça a été, OK, là, mets le focus, puis, tu sais, mets des œillères, puis vas-y, applique la méthodologie. Puis c'est ça qui m'a sauvée, parce que honnêtement, je m'en allais tout droit dans un burn-out au début, surtout que j'avais 2 petits-enfants à ce moment-là, un bébé, puis une petite fille de 4 ans, ça demandait quand même beaucoup d'énergie et de focus, et les nuits étaient courtes, et bon, tu sais, je te parle pas très rapidement. Fait il y avait beaucoup de choses à mettre en place, fait que il a vraiment fallu que j'aie justement une méthodologie, fait que la façon que je fonctionne, puis pour aider les gens comme, OK, qu'est-ce que je peux mettre en action, genre, tout de suite? Numéro 1, il faut prendre l'attitude puis s'aligner avec sa grande vision pour savoir c'est quoi ses priorités. Si tu as plus que 4 priorités, là, on travaille par trimestre, OK? Si tu as plus que 4 priorités dans ton trimestre, tu n'as pas de priorité. OK? Il faut comprendre ça. Ça veut dire que t'as trop de priorités, t'en as pas, là. Puis quand je parle de 4 priorités, c'est vraiment 4 projets. Fait à chaque trimestre,
OK, on va commencer par le début. Chaque début d'année, je fais ma grande ligne. Donc, je vais aller choisir 5 choses que je veux vraiment faire dans mon année. Le problème, c'est que les gens s'en mettent trop, ils font trop des grandes listes, puis s'auto-sabotent, ils restent paralysés, right? Fait qu'après ça, si on décortique ça par trimestre, ben là, je vais aller choisir 4 projets. Puis tu sais, en ce moment, j'ai pas juste l'Académie Altitude, j'ai Ovi aussi, qui est une compagnie de collagène. Il y a les produits intentionnels, tu sais, il y a beaucoup de choses. Fait que j'ai pas le choix de mettre ça par bucket, comme on dit. Fait à l'intérieur de ça, à l'intérieur de chaque bucket, comme on dit, là, je vais décortiquer ça en priorité et je vais aller l'écrire, Noélie. Je vais vraiment l'écrire. OK, d'ici, tu sais, la fin de ce trimestre-ci, voici ce qui a besoin d'être accompli. Puis quand on prend le temps de l'écrire, ben là, on réalise que, OK, ben finalement, c'est faisable. Ou il y en a trop. Puis s'il y en a trop, puis c'est pas réaliste, ben ça doit partir. Fait que quand on utilise cette méthodologie-là qui est vraiment faite pour, OK, ben si tu dépasses les lignes, tu sais que c'est too much, puis il y a des grandes chances que tu y arriveras pas, ben ça te focus sur ce qui est vraiment important. Puis quand j'ai commencé à faire ça, ben là, ça décortique à, OK, début de semaine. Ben début de semaine, je vais chercher ce qui est important dans mes buckets. Fait que je suis jamais comme, je sais pas trop sur quoi je dois travailler cette semaine. Je suis pas trop certaine. Puis tu sais, je mets tout avec des dates aussi. Fait que je sais, OK, ben regarde, là, tout de suite, j'ai vraiment envie de travailler, par exemple, sur Ovi. Non, je peux pas. Là, faut que ça, c'est prioritaire. Faut que je finalise. Exactement. Fait que ça fait une énorme différence. Puis après, au niveau du cycle féminin, ça aussi, il faut le comprendre en tant que femme. On vit dans un air qui est, tu sais, vraiment régi par la masculinité. Tu sais, les hommes, eux autres, là, c'est toujours sur le même beat. Là, ils n'ont pas tous les défis que nous autres, on a, là, puis on va se le dire, c'est un autre paire de manches. C'est vraiment important, justement, quand on parle de productivité, d'être capable de prendre l'altitude par rapport au cycle, parce qu'on s'entend, Noélie, là, tu sais, si qu'on est réactive, on pourra jamais appliquer cette méthodologie-là. Parce que on a nos règles chaque mois. Fait que tu peux pas dire, moi, cette semaine-là, je ne travaille pas. Je fais rien du tout. Je me croise les deux bras, puis je fais rien. OK, oui, tu peux si t'as le luxe, mais pour le 3/4 d'entre nous, on n'a pas ce luxe-là. Faut quand même continuer à travailler. Fait que la clé, c'est d'être capable de planifier d'avance, puis là, de dire, OK, ben par rapport à mon cycle, je vais peut-être pas me clencher un lancement dans ma semaine de règles. Tu sais, c'est peut-être pas optimal, tu sais. Fait que je vais essayer d'aller mettre ça, d'aller mettre les dates, les poser au calendrier, encore une fois, où je sais que mon énergie est plus optimale, que je vais être vraiment enclin à aller sur les médias sociaux, à faire de la promotion, à parler. Fait que, tu sais, il y a toute une méthodologie, puis tu sais, c'est tellement intéressant quand on commence à plonger là-dedans, tu sais, comme juste pour donner un petit exemple, parce que je pourrais en parler jusqu'à demain, là. Mais, tu sais, par rapport lorsqu'on ovule, à quel point les femmes sont magnétiques, et c'est prouvé. Ils ont fait une étude hyper intéressante qui dit que, justement, c'était des femmes qui étaient serveuses dans des restaurants. Et cette semaine-là, où elles ovulent, c'était prouvé qu'elles recevaient plus de pourboires. C'est quand même vraiment intéressant, là. Fait que moi, c'est sûr que quand je suis dans ma semaine ovulatoire, c'est là où est-ce que, justement, je vais encapsuler mon énergie dans des vidéos, dans des épisodes de podcast. Tu sais, c'est vraiment là que je vais essayer de mettre le paquet. Est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que c'est toujours parfait? Non, mais dans la majorité du temps, oui. Tu sais, j'ai un modèle, j'ai une structure. Fait que c'est énormément aidant. Et c'est là que c'est aussi le mieux de le faire, parce que je trouve que à la période de l'ovulation, justement, c'est là où l'énergie qui émane de toi, c'est celle qui est la plus rayonnante, celle qui est la plus alignée, la plus communicatrice aussi avec les gens qui t'entourent. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, tu vois, quand j'organise mon contenu, je le fais toujours à cette période-là de mon cycle, et je fais en sorte de planifier mon contenu jusqu'à après ma période de règles. Comme ça, je sais que pendant ma période de règles, s'il y a 3 jours, j'ai pas envie de travailler, que j'ai pas du tout l'énergie, je peux rester au fond de mon lit, et ce qui est important en termes de communication, par exemple, c'est fait. Et je vais certainement pas, tu vois, me caler une interview de podcast en plein milieu de mes règles, parce que je sais que je serai au fond du trou et que l'énergie que je vais donner et à la personne que j'interviewe et aux gens qui vont écouter l'épisode de podcast, elle sera pas optimale, en fait. Exactement. Puis à quel point ça change tout. Ça peut éviter les burn-out. Clairement. Ça peut. Non, mais vraiment, c'est que ça aide au niveau de l'énergie, parce que si on n'est pas capable de se reposer durant cette semaine-là, mais souvent, c'est une fatigue qu'on va traîner.
Puis, tu sais, veux pas, ça s'accumule, puis ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus lourd. Fait que c'est déjà assez difficile, l'entrepreneuriat, on va se le dire, c'est déjà assez difficile. Donc, mettons les chances de notre côté, puis, tu sais, trouvons des petites stratégies comme ça pour nous aider. Tu sais, je sais qu'ils vont dire, ah, tu sais, c'est compliqué. C'est tellement plus compliqué de pas le faire que de le faire. Fait que, Tellement. allez-y, let's go si vous n'avez pas commencé. Tu parles aussi souvent, Karine, d'oser élever ses standards. J'imagine que c'est quelque chose que tu as dû faire à plusieurs reprises. C'est quoi qui a été pour toi la décision ou l'action pour élever tes standards qui a été la plus difficile, la plus challengeante? Ah, c'est une bonne question. Puis oui, clairement, au niveau des standards, je suis plus du tout la même personne que j'étais, par exemple, à l'adolescence. Là, j'avais pas beaucoup de standards à ce moment-là de ma vie. Là. Mais tu sais, justement, quand j'ai découvert le développement personnel et tout ça, tu sais, puis la psychologie, puis tout ça, ça m'a vraiment énormément aidé. Je pense que le standard qui, pour moi, a été le plus difficile à mettre en place, c'est celui de la limite entre moi et mes clients. Au début, il n'y avait pas de je répondais tout le temps le plus rapidement possible. Je voulais plus que mes clients, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu tires sur tes clients pour qu'ils avancent, mais à un moment donné, c'est pas aidant que de faire ça parce que si la personne ne deviendra jamais autonome, puis au moment où elle arrête le coaching avec toi, ben qu'est-ce qui arrive, tu sais. Fait qu'à la minute où j'ai réalisé ça, c'était comme, OK, toi, il faut que tu places ce standard-là pour toi si tu veux enseigner à tes clients à faire pareil. Si toi, tu le fais pas, tu le mets pas en place, demande pas à l'autre personne de le faire, right? Puis c'était des problématiques que mes clientes me rapportaient aussi. Fait que je te dirais que c'est lui qui, pour moi, a été le plus difficile parce qu'il y avait beaucoup le people pleaser, là. Ce cher syndrome-là de je veux pas déplaire, puis je veux donc être gentil, puis je veux donc que tout le monde m'aime, là. Ça a été celui-là qui, pour moi, a été le plus difficile à mettre en place. Et qui est trop important parce que... comme tu disais, tu vois, tu rends pas service à tes clients, tu te rends pas service à toi, tu te crames, tu te fatigues, et au final, tu rends pas vraiment service à tes clients parce qu'à la fin, s'ils attendent toujours après toi, quand t'es plus là, pour eux, ils vont pas avoir les résultats qu'ils espéraient avoir, et ils vont toujours être, si tu veux, dans ce mindset de victime aussi un petit peu. Oh, mais tellement, c'est tellement important de rendre les gens indépendants. Puis c'était la même philosophie aussi que j'avais en bureau privé en psychothérapie. Tu sais, moi, mes sessions, c'était 6 à 8 sessions, là. C'était pas des thérapies qui duraient des années de temps, là. C'était comme, non, moi, je vais te donner les outils pour que tu deviennes le plus autonome possible, puis indépendant, puis que tu réalises que tu as toute la force en toi pour passer au travers des choses. Puis c'est la même chose en business. Je veux pas materner en business, puis je maternerai jamais. Tu sais, c'est comme, OK, voici ce qu'il faut, puis voici les règles. Puis en même temps, si toi, tu ne demandes pas l'exemple en tant que leader, tellement. C'est comme je disais tantôt, tu aides pas l'autre personne parce que faut que tu... Je dis, il y a un petit dicton, je sais pas si ça se dit chez vous, mais on dit il faut que les bottines suivent les babines. As-tu déjà entendu ça? Ça veut dire qu'il faut que les souliers suivent la bouche, genre, ce que tu dis, tu sais. Mais ouais, ça me fait toujours rire, puis je le répète à mes clients. C'est trop bien, c'est hyper clair comme image, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu vois, avec le recul que tu as aujourd'hui, avec l'expérience que tu as d'avoir monté tes business, d'avoir accompagné tes clients, etc., au fur et à mesure des années, c'est quoi, tu dirais, l'ingrédient que tu as pu remarquer chez tes clients les plus ambitieux et ceux qui ont le plus de succès? C'est quoi l'ingrédient que tu retrouves un petit peu partout qui te paraît hyper important pour atteindre sa vision du succès? L'engagement. Je le vois à chaque fois. Nous, on donne des cohortes de groupe dans l'accélérateur coaching, qui est un de nos programmes forts dans l'académie. Puis toutes celles qui viennent à tous les coachings et qui posent des questions, elles réussissent extrêmement bien. Mais toutes celles qui viennent puis qui posent pas de questions ou qui viennent une fois sur 2 ou une fois sur 3, elles ont pas les mêmes résultats. Est-ce que c'est un hasard? Non, j'y crois pas. Parce que je crois pas que c'est une question potentielle. Je pense que c'est une question d'implication. Puis c'est une question peut-être d'ego aussi d'une certaine façon, puis pas pour tout le monde, c'est pas général. Mais lorsque tu es prêt à aller dans un coaching de groupe, puis d'être vulnérable assez pour poser des questions, puis vouloir apprendre, puis te positionner comme un étudiant qui a toujours quelque chose à apprendre, je pense que c'est là que tu apprends le plus, puis que là, tu es le plus capable de donner.
Puis je pense qu'on est tous des étudiants. Moi, je suis encore dans une position d'étudiante, mais je pense que je serai éternellement dans une position d'étudiante. Je sais pas pour toi, mais moi, je connais personne qui a tout appris, puis qui sait tout, puis qui est comme, ah, ben moi c'est bon. C'est Moi, c'est dangereux. bon, c'est tout. C'est Ouais. dangereux. Souvent, tu sais, je vois que beaucoup de gens, leur ego les arrête. C'est comme, ben, je peux pas poser cette question-là, je vais avoir l'air pas intelligent. Les gens vont se rendre compte que j'en sais pas beaucoup sur ça. Et puis après, on est là pour apprendre. Puis, tu sais, faut juste, puis je dis ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, là. Faut juste comprendre qu'on s'aide pas quand on se cache comme ça. Parce qu'encore une fois, on joue petit. Il y a personne qui est plus loin, il y a personne qui est meilleur. Tu sais, moi, je crois que on est tous pareils, d'une certaine façon. On a tous le même potentiel, comme je disais tantôt. C'est juste la façon de l'utiliser, puis le courage d'oser. Tu sais, tu vas regarder, moi, je regarde les gens autour de moi. Of course, des gens sont plein de potentiel, ils sont bons, puis tout ça. Mais ceux-là qui réussissent le mieux, c'est ceux-là qui sont le plus engagés. Puis là, pas juste dans leur coaching, avec leurs clients, sur les médias sociaux, ceux-là qui ont un momentum. Je dis toujours que le momentum de ton entreprise commence par ton momentum personnel. Fait que si en ce moment, tu n'as pas les résultats que tu veux, ton momentum, il a l'air de quoi? Puis ton momentum personnel, là, c'est à la maison. Quand on parlait de standard tantôt, là, moi, je dis à tous mes étudiants, là, faut aller au gym. C'est comme, pourquoi tu me parles de gym? Hey, si tu saurais le nombre de liens qu'il y a entre le sport et l'entrepreneuriat, c'est impressionnant. Tu sais, après, pratique la gratitude, fais ses outreach. Tu sais, il y a certaines choses qui sont des non négociables en business. Il faut créer un momentum. Puis, l'énergie, elle est contagieuse. L'énergie que tu mets dans ton entreprise, elle est ressentie par tes clients. Fait que tout ça, ça a un lien. Fait que si t'as pas de standard à la maison, pense pas que tu vas en avoir dans ton entreprise, là. Ouais, ça, je suis c'est à la base. D'accord avec ce que tu es en train de dire. C'est dingue. Et qu'est-ce qui fait selon toi qu'il y a certaines personnes qui justement vont pas s'engager, vont avoir des envies, mais vont pas pleinement s'impliquer? Est-ce que tu penses que c'est une question forcément d'ego, un manque de discipline? Tu penses que ça vient d'où? Tu sais, quand je parle d'ego, là, je parle surtout de peur. Hein? Je parle surtout de peur. De peur d'être vu, de peur d'être jugé. C'est toujours ça. Ça ramène toujours à ça. Le syndrome de l'imposteur, là, pour la majorité des gens, là, il est surdimensionné. Il est surdimensionné. Puis la seule façon de passer par-dessus ce cher symptôme de l'imposteur-là, puis je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, à chaque nouveau palier, il va revenir, le syndrome de l'imposteur, parce qu'à chaque fois que tu t'oses parler d'un nouveau sujet ou créer une nouvelle formation, il y a toujours ce petit « je suis pas certaine, tu sais, j'ai peur », c'est normal. Faut apprendre à cohabiter avec la peur puis y aller quand même. J'ai toujours genre « assois-la dans le siège d'à côté, là », puis on y va pareil. On y va pareil. Allez, je t'assis ici, mon petit ami, puis let's go. On y va pareil. Parce que si t'apprends pas à cohabiter justement avec cette peur-là, ben elle va toujours t'arrêter. Puis je pense que quand on enlève le focus sur soi-même, puis on le tourne vers l'autre, ben cette peur-là, elle disparaît automatiquement. Si tu te mets dans la position de servir au mieux de tes capacités, au mieux que tu peux là en ce moment avec ce que tu as, tu peux jamais aller wrong. Tu comprends? Ça peut juste être aidant pour l'autre personne. Fait que, tu sais, souvent j'entends « Ah ben oui, ben je peux pas commencer à publier sur les médias sociaux, j'ai pas de studio de podcast, ou j'ai pas un beau background, ou faudrait que je perde 15 livres. » Tu sais, toutes des choses qui sont superficielles. C'est comme, les gens s'en foutent. Ils veulent juste savoir si tu peux les aider. Puis oui, tu peux les aider, so show up, mais on attend qu'on ait tout de parfait avant de se mettre en action. Et ça le sera jamais, c'est ça le pire. Du coup, tu vas toujours attendre le prochain truc et jamais passer à l'action. Exactement. Ouais. Et je te rejoins vraiment, tu vois, sur le truc de dire quand il y a une peur, vas-y quand même, parce que de toute manière, c'est comme avec les croyances limitantes. Quand t'as une croyance limitante, la meilleure manière de reprogrammer ton subconscient, c'est en passant à l'action et en apportant de nouvelles preuves à ton cerveau que ta croyance et ta peur initiale, elle est fausse. Et je pense aussi, tu vois, ça prend, oui, de mettre le focus sur les autres, mais aussi dédramatiser, quoi.
Genre, t'as cette peur, au pire, tu passes à l'action, tu vas être ridicule la première fois que tu fais quelque chose, comme tout le monde en fait, mais il y a pas mort d'homme, tu vas pas en mourir, c'est pas catastrophique, quoi. Non, c'est exactement ça. L'action est l'antidote de la peur. Écrivez ça, les gars, amis. En Écrivez rouge. ça. Puis on se le rappelle tous, hein, puis moi-même, là, je suis pas parfaite, puis moi aussi, il y a des journées où je me sens pas à la hauteur, mais sais-tu quoi, je laisse pas ça m'arrêter. C'est ça la différence, je pense, entre ceux qui réussissent et qui réussissent moins bien. C'est de se dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai laissé la peur m'arrêter? Oui ou non? Puis comment est-ce que je peux faire? Si c'est oui, aujourd'hui, c'est correct, ça arrive. Qu'est-ce que je peux faire de mieux là, maintenant, à partir de tout de suite, là? Puis on regarde en avant, on regarde pas en arrière, on regarde en avant. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, tu vois, arrive à conscientiser qu'il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des blocages, il y a des croyances, et qui va rentrer au lieu dans ce que tu étais en train de décrire, de se dire j'observe et je passe à l'action. Là, la personne peut-être va dire j'observe, je conscientise et je me juge par rapport à ce que je suis en train de conscientiser. Tout le temps. On devient extrêmement puissant quand on est capable d'être l'observateur de ses pensées puis de ses comportements. Puis il y a une chose extrêmement puissante que les gens peuvent faire, c'est de se dire à chaque fois qu'ils observent la pensée ou le comportement surtout la pensée qui remonte, c'est de dire est-ce que je décide d'y croire ou non? Parce qu'on contrôle pas les pensées qui montent. On contrôle pas toujours, OK? C'est souvent automatique. Mais après, c'est de se dire wow! Hey! J'ai le choix de décider de croire ou non à cette pensée-là. Puis là, on se ramène vraiment dans une position d'empowerment. C'est comme, OK, finalement, je peux décider si c'est vrai ou pas. Puis à partir de là, c'est ce qu'il va faire, c'est que tu vas prendre action ou pas. Tout part du cerveau. Comme en entrepreneuriat, c'est 80% mindset, 20% stratégie. Puis je pense que quand tu es conscient de ça, ça te donne un pouvoir incroyable d'être comme, OK, peut-être que je sais pas toutes les stratégies, mais tabarnouche, tu sais, j'ai le willing power, comme je vais y aller quand même, puis j'y vais, j'ai la motivation, puis je me laisse pas arrêter par ça. Puis ça, tout le monde là, ça coûte rien. Ça coûte rien. Vous n'êtes pas embauché, je vous ai donné plein de trucs gratuits. Vous pouvez appliquer ça, puis déjà, vous allez avoir des résultats. J'adore. Aujourd'hui, Karine, c'est quoi le rêve, tu vois, ou le projet, justement, qui te semble encore un peu intimidant, qui te fait un peu peur, mais que tu veux absolument réaliser? Oh, c'est Ovi. En ce moment, je suis consumée par ce projet-là. J'adore. Écoute, pour faire rapidos, Ovi, c'est une compagnie on produit une boisson pétillante à base de collagène marin. Donc, on se spécialise vraiment dans le high-end, dans le premium. Ça fait 3 ans qu'on travaillait sur cette compagnie-là. Donc, ça a été beaucoup de travail. Puis là, finalement, on vient de la sortir. Ça va super bien. On est déjà dans plein de locations différentes au Canada, mais éventuellement, tu sais, on voit ça grand là. On veut être en Europe, on veut être partout. Fait que aujourd'hui, en ce moment, il y a beaucoup de mon focus qui va là. C'est encore intimidant. J'ai encore extrait. Tu sais, quand je disais je suis dans le banc d'étudiants, ben crois-moi, je suis dans le banc d'étudiants en ce moment. Fait qu'il y a beaucoup de choses que je dois apprendre. Je suis vraiment chanceuse, par exemple, il y a beaucoup de choses que j'ai fait, tu sais, en entrepreneuriat qui sont la base que je peux, tu sais, appliquer à cette business-là. Mais ouais, c'est le gros projet qui me fait peur, mais qui me motive puis que je me laisse pas arrêter parce que justement, je sais pas tout. Je suis en action. Chaque jour, on fait des petits pas. Puis ouais, c'est ça. C'est génial. C'est trop, trop bien. Comment tu fais, tu vois, parce que t'as ce projet-là, t'as l'académie, t'as le podcast, tu fais plein de trucs. Comment tu fais pour pas te cramer? Alors, on a parlé de productivité, mais tu vois, on pourrait se dire, Karine, elle a tous ses projets. Comment elle fait pour pas s'éparpiller partout, en fait? Plusieurs choses. Numéro 1, le planificateur est fait, comme j'ai dit tantôt. C'est pas une blague, là. Comme pour moi, cet outil-là, je sais pas comment je ferais si j'aurais pas ça, c'est parce que j'ai tendance je pense que tous les entrepreneurs, on a tendance à s'éparpiller, tu sais, on voit quelque chose, il y a toujours des petites lumières qui s'allument. Mais ça me garde focus. C'est comme, non, tu sais, moi, je me parle comme un enfant des fois. Non, t'as pas le droit d'aller faire l'autre projet tant que ça, ta liste, c'est pas fini, tu sais. mais ça m'aide. Je travaille pas. Ben oui, OK, peut-être un petit peu plus d'heures là, avec Ovi dernièrement, mais pas énormément plus d'heures. Là, genre, je fais pas 2 semaines au lieu d'une semaine. Là. Fait que oui, ça demande un peu plus de temps, mais ça m'aide énormément. Fait qu'il y a cette discipline-là, ce focus-là que je garde, puis aussi déléguer.
Ça, c'est une autre chose aussi. Je fais pas tout seul, là. Tu sais, fait que ça, c'est une autre chose aussi qui m'aide énormément. Je délègue aux bonnes personnes. Je m'entoure de gens qui sont bien plus intelligents que moi sur bien des choses parce que ça, c'est une clé en entrepreneuriat quand tu es capable, puis le plus rapidement possible, là, si vous êtes capable de vous entourer de bonnes personnes, allez chercher des gens qui sont plus intelligents que vous dans bien des domaines, tu sais. Par exemple, on a Sébastien qui est dans la compagnie Ovi. Ben lui, c'est le scientifique, c'est le chercheur, c'est lui qui s'occupe de tout, tu sais, tout ce côté-là. Tu sais, moi, demande-moi pas tous les détails du collagène, ce qui se passe dans le corps, puis là, je suis comme, OK, oui, je peux te répondre de base, là, mais tu sais, c'est pas moi, ça, là. Fait que, tu sais, lui, c'est vraiment ça, sa partie. Tu sais, après ça, on a Dave qui est en marketing. Après ça, tu sais, on a plein d'autres personnes qui sont à l'outreach, qui sont, tu sais, à la, service à la clientèle en français. Fait que, important de s'entourer. Fait que ça m'aide à rester focus. Puis, sais-tu quoi, ce qui m'aide à rester focus aussi? Ma discipline personnelle. Continuer de m'entraîner, bien manger, bien dormir. Ces petites choses-là qu'on a tendance à négliger, puis que justement, en période, lorsqu'on est surchargé, qu'est-ce qu'on fait? C'est la routine de soins personnels qui prend le bord en premier. Ça, c'est une erreur incroyable. Incroyable. Fait que je te dirais que ces 3 choses-là m'aident à rester saine d'esprit. J'aime trop ce que tu es en train de dire, tu vois, parce que je pense que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes qui pensent que, par exemple, pour avoir plus d'impact ou décupler les résultats de leur entreprise, il va falloir absolument aller s'attaquer aux stratégies et tout revoir l'écosystème, revoir la communication, revoir le branding, etc. Alors que souvent, et tu le disais tout à l'heure, ça vient d'un autre problème, ça vient d'un problème à l'intérieur de toi, vu que les résultats de ton business dépendent à 80% de ton mindset, de ta discipline, de la relation que tu as avec toi-même, de la confiance que tu as en toi-même. Et tu vois, je trouve ça hyper chouette que tu le rappelles ici, parce que plutôt que de se ruer à tout vouloir déconstruire, et déjà aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'il faut combler, qu'est-ce qu'il faut déconstruire, qu'est-ce qu'il faut reconstruire. Absolument, absolument. Puis, on veut pas en entendre parler au début en entrepreneuriat. Tu sais, on veut pas en entendre parler. Tu sais, les gens, souvent, quand ils entrent dans l'académie, première chose qu'ils veulent savoir, c'est comme, hey, donne-moi les stratégies. Mais ils réalisent assez vite, merci, que comme les stratégies, si t'as pas le mindset solide assez pour les mettre en place, tu seras pas capable de les mettre en place ou de les maintenir à long terme. Fait que c'est hyper important, justement, d'avoir ces standards-là élevés, une routine de soins personnels, un momentum, de faire des petites actions quotidiennes. Tu sais, les gens pensent qu'il y a comme, une stratégie miracle pour réussir en business. Oui, il y a des choses à mettre en place, mais la stratégie miracle, c'est surtout toi. C'est toi la stratégie miracle. Quand tu commences à réaliser ça, wow, ça enlève un poids incroyable, puis là, on commence à avoir de vrais résultats. Et à quel point aussi, tu vois, on a envie toujours du dernier hack, du secret pour faire ci, pour faire ça, alors qu'en fait, alors oui, il y a des trucs qui existent, mais la base, c'est la base. Et si t'es tout le temps en train d'aller chercher le dernier hack, le dernier secret, le dernier truc à faire, que t'es toujours allé chercher la dernière info, c'est peut-être que justement, t'as pas compris déjà les bases. Tellement. Puis surtout là, avec l'ère de AI, où c'est de plus en plus facile d'avoir accès aux stratégies parfaites. Tu sais, dans bientôt, là, on va voir des pages de vente parfaites, des lancements parfaits. Mais après, c'est l'humain qui va faire la différence. C'est, hey, est-ce que je te fais confiance à toi ou je fais confiance à l'autre? Est-ce que ton énergie, ça clique avec moi ou ça clique pas avec moi? Fait que le plus tôt vous allez mettre votre personnalité de l'avant puis être 100% aligné avec vos messages, là, on aura un vrai changement. T'as eu justement, tu parles de branding, de personnalité, t'as travaillé un peu dans la mode, si je me trompe pas. Comment est-ce que, j'imagine, tu vois, que ça a eu un impact dans la manière de construire ton branding et tout ça. Est-ce que tu veux bien nous partager le cheminement que t'as eu pour arriver aujourd'hui à construire ton branding qui soit aligné avec l'impact qu'il a, le fait que t'arrives à avoir un branding qui soit authentique, parce que souvent, tu vois, il y a une idée dans la tête de beaucoup de gens, c'est qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui font la même chose, entre guillemets, que toi dans ton domaine. Et donc, comment faire au milieu de toutes ces personnes pour se démarquer grâce au branding? Très bonne question. Oui, j'ai été dessinatrice de mode. Ça a été la première chose que j'ai fait quand j'ai sorti de la polyvalente. Je suis allée tout de suite en design de mode. Et j'ai énormément appris, là. Mais on s'entend que c'est pas
Tu sais, oui, ce que j'ai appris là, mon goût de la mode, c'est les couleurs, les textures, ça amène une énergie, hein, on s'entend. Tout ce qui est design de mode, c'est toujours pour faire vivre une émotion aux gens quand même qui sont, quand tu fais par exemple des fashion shows et tout ça. Tu sais, le but de la collection, c'est de faire vivre une émotion aux gens. On est des artistes. Fait que ce côté artiste-là m'a énormément aidé quand je l'ai allié aussi à la psychologie. Fait qu'on s'entend, tout ce qui est branding, encore une fois, les côtés message, psychologie, avec le côté design de mode, de quoi ça a l'air, tu sais. Donc, l'intérieur, l'extérieur, si on veut. Ça m'a énormément aidé. Puis, je pense que si je peux donner un conseil aux gens pour vraiment créer des brands qui sont uniques, qui sont vraiment, qui les représentent énormément. Regardez autour de vous, dans votre maison, déjà de un. Moi, si tu viens chez moi, Noélie, il n'y aura pas de déconnexion entre ce que tu vois en ligne avec la réalité, parce que c'est ce que j'aime autour de moi, la nature, la mer, tout ça qui est beaucoup représenté, ben c'est mon entourage, c'est qui je suis une fille de la mer, tu sais. Fait que puis en plus avec Ovi tout ça. Fait que c'est tout autour. Puis l'autre chose, un autre outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est tout ce qui est human design puis astrologie. Moi, j'aime beaucoup ces outils-là parce qu'ils nous en disent long sur nous, sur notre personnalité, sur notre posture, sur nos dons. Fait que moi, j'ai fait énormément de travail là-dessus pour voir comme, OK, c'est quoi mes dons? Puis, tu sais, c'est quoi je suis bonne? Mais après, attention, parce que, comme dans n'importe quoi, il y a des gens qui vont trop de l'autre côté de la balance, qui se disent, par exemple, je parlais avec une cliente il y a pas longtemps, elle était comme « Ah, ben moi, je suis une projecteur, puis tu sais, les projecteurs, ben ils peuvent pas travailler de longues heures. » Puis je suis comme hey, « Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. » Je suis une réflecteur, moi, là. Fait que tu sais, les réflecteurs, c'est ceux-là qui ont apparemment le moins d'énergie. J'en ai de l'énergie. Fait que, tu sais, après, à un moment donné, faut faire attention de pas se mettre dans des boîtes avec ça. C'est bien d'utiliser, d'aller chercher ce qui nous parle, puis ce qu'on a envie de faire ressortir dans notre branding. Puis encore une fois, il faut l'aligner avec notre client cible. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? C'est quoi le message que tu portes à l'intérieur de toi? Puis je pense que quand tu es capable de vraiment aller chercher ça, là, c'est là où est-ce que tu peux t'amuser à créer puis à peindre cet univers-là. Parce que le branding, ce que c'est aussi, c'est comment tu veux que les autres te perçoivent. Ouais. Tu sais, tu peux faire attention à ça ici, là. Tu sais, tu peux te créer un personnage. Il faut que ce personnage-là, il soit en lien avec qui tu es vraiment, mais j'aime beaucoup l'appeler comme l'alter ego aussi. C'est quand on regarde, par exemple, Britney Spears. Wow! J'ai vu une vidéo d'hier ce matin, je pense que c'est pour ça que ça part. Beyoncé puis Sasha Fierce, tu sais, qui est vraiment son alter ego. Tu sais, quand elle met son costume de scène puis qu'elle est Sasha Fierce, comme elle est complètement quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même Beyoncé qui ressort à l'intérieur de ça. Mais c'est un peu ça, pareil, tu sais. J'ai travaillé à un moment donné avec une politicienne qui, elle, justement, voulait travailler son branding et tout ça. Puis, on a travaillé ça, cet alter ego-là, parce qu'elle avait extrêmement peur de parler, tu sais. Ça l'intimidait, puis c'est bien normal, là, toute la critique qui vient avec les politiciens et tout ça. Puis elle, c'était comme, OK, regarde, quand tu mets, par exemple, tu sais, va te chercher un beau tailleur, puis quand tu mets ce tailleur-là, c'est comme, je suis à nouveau dans ma posture alignée de ce que je veux incarner, puis le message que je veux faire passer. Puis quand on se réaligne avec ça, ben ça, des fois, c'est juste des petits accessoires pour nous aider à se mettre en action. Mais tu comprends que c'est tout un univers, mais il y a énormément de liens avec qui tu es, ta mission. Ça, il faut que ce soit clair. Si ça, c'est pas clair, ça va être difficile. Il faut que tu sois clair avec ça. Mais quand j'ai difficile, je dis pas impossible, hein. Je dis que c'est ça en ce moment, tu sais, vous vous dites, hey, c'est pas très clair, tu sais, ma mission, puis tout ça. Ben, des fois, c'est par l'action que vous allez la trouver, la clarté. En commençant à parler. Vous avez déjà une idée, là. Vous n'allez pas commencer à parler de cheval si vous voulez vendre du business coaching. Tu sais, comme on s'entend, là. J'ai donné 2 extrêmes, là. Mais tu sais que ça va déjà être orienté déjà dans un certain secteur. Commence là, avec ce que tu sais, puis commence à en parler, puis, tu sais, commence à t'amuser. C'est important de se sentir bien. Fait qu'est-ce qui te ferait sentir, tu sais, par exemple, il faut que tu passes, on est beaucoup avec les gens avec des business en ligne, là. Il faut que tu passes des messages en ligne. Dans quel cadre est-ce que tu peux te poser pour passer ton message? Où est-ce que tu te sens vraiment bien? Parce que là, ton énergie, elle va être
potent, elle va être puissante, tu sais. Commence là. C'est trop intéressant. Pour les personnes, tu vois, qui écoutent ce que tu es en train de dire et qui se disent qui ont envie de continuer l'aventure avec toi, tu vois, et de se faire accompagner, c'est quoi que tu leur recommandes? Tu leur recommandes de rentrer dans l'académie? Tu leur recommandes de commencer par où pour commencer à travailler avec toi justement sur ces notions que tu viens d'expliquer? Donc, il y a différents paliers pour celles qui sont vraiment débutantes en entrepreneuriat, qui ont vraiment besoin de mettre les bases, avoir plus de clarté. C'est vraiment le plan 0-100. Ensuite, pour celles qui ont déjà une entreprise puis qui veulent amener ça au next level, qui sont déjà souvent à au moins 100 000 par année, là, on a l'accélérateur coaching. Et ensuite, celles qui veulent accéder aux millions, ben là, on a le mastermind. Fait qu'il y a différents paliers. Mais ça, on peut en parler. Tu sais, tu book un appel avec moi, on en parle, on voit où t'es rendu, quel est le meilleur fit. Puis il y a aussi du coaching one-on-one. Mais là, encore une fois, les places sont plus limitées, par exemple, mais c'est toujours possible. Je mettrai de toute manière tous les liens dans la description de l'épisode. Comme ça, ils pourront aller voir et vous pourrez contacter Karine directement pour papoter avec elle. Merci. Absolument. Karine. On n'a pas fini. Mais déjà, merci pour cette... non, on a les 5 questions flash. Oui. Est-ce que tu es prête pour les 5 questions flash, Karine? Arrête. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante au quotidien? Oh, l'habillement. J'adore m'habiller. Moi, quand je me lève le matin, je suis comme « Ouh, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? » Il y a des gens qui sont excités par le petit déjeuner en se réveillant. Toi, c'est t'habiller. Moi, c'est les vêtements. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Je serais un chat. Je serais un chat. J'aime beaucoup l'énergie du chat qui est très... qui est très queen, qui est très élégant, qui est très indépendant. Ah oui, je serais un chat. Un Bengale. J'aime trop. Quelle est ta définition du succès, Karine? Un alignement entre cœur, corps, esprit. Ça, c'est la paix d'esprit. Ça, pour moi, c'est le succès. Quand tu peux te coucher la tête sur l'oreiller le soir puis être extrêmement reconnaissant pour ce que tu as, là, ça, pour moi, c'est le succès. Ça résonne très fort. Ta plus grande fierté dans ta vie? Mes enfants, ma famille, mes enfants, mon mari, ma famille. Trop mignon. L'entrepreneur au féminin, vu que c'est un podcast 100% féminin, qui t'inspire le plus? J'aime beaucoup Jenna Kutcher. Je connais pas. Ouais, c'est un milieu anglophone, puis elle est beaucoup marketing et tout ça, mais tu sais, elle prône beaucoup ça aussi, là, harmonie, travail, famille. Ouais, c'est une entrepreneur. Je dirais que c'est elle que je suis depuis les tout débuts que je suis en entrepreneuriat. Fait que c'est une découverte pour celles qui écoutent l'anglais. Mais ouais, c'est une entrepreneur. Trop bien. Beaucoup. On a fait les 5 questions, mais j'ai envie de t'en poser une 6e. Parce que... Oui, vas-y. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais recommander? Parce que je sais que les personnes qui nous écoutent aiment bien repartir avec des ressources à aller consommer. Absolument. Mon livre favori, c'est le livre de Gabrielle Bernstein qui s'appelle « L'univers veille sur vous ». Trop bien, ça résonne avec ce que tu viens de dire. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais, trop bien. Je mettrai les détails de toute manière dans la description de l'épisode pour que les informations soient retrouvées plus facilement. Merci du fond du cœur, Karine. C'était merveilleux cet échange. L'énergie qui émane de toi, ton sourire hyper communicateur, c'est juste, c'est un pur bonheur d'avoir passé ces 45 minutes avec toi, presque 1 heure. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pareillement, merci tellement, ça a été un grand bonheur. Merci Karine et merci du coup à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et sur ce, je vous dis à dans 1 semaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.